moi, c'est un peu un truc spécial quand même, qui arrive peut-être pas à beaucoup de gens. J'ai toujours joué à l'école et j'ai joué toute ma vie à l'école. Et on m'a prêté des enfants pour que je puisse jouer à l'école. Et donc j'ai adoré. J'ai fait ça pendant 40 ans. Voilà. J'ai bien aimé l'école, mais j'ai assez vite trouvé que les adultes, ils n'étaient pas terribles. Et donc je pense qu'assez petite, je me suis dit, c'est pas comme ça qu'il faut faire. J'aime être avec les enfants et aujourd'hui, là, ça fait 2 ans que j'ai pris ma retraite, enfin ça va faire 3 ans même. Je me rends compte que ce qui m'apportait au quotidien, parce qu'aujourd'hui je suis obligée de le trouver ailleurs, c'est qu'en travaillant avec des enfants, j'étais en lien avec la joie de vivre, la spontanéité, avec la créativité en permanence. Donc moi, ça m'aidait à y être, quoi. Voilà. Et qu'aujourd'hui, il faut que je le trouve toute seule, ou ailleurs, ou avec mes petits-enfants, parce que j'ai la chance d'avoir des petits-enfants. Mais c'est moins évident, quoi, voilà. Et je n'avais pas mesuré à quel point, si j'avais tant de joie à les retrouver, c'est parce que je sais qu'ils me ramenaient là, quoi. Dans l'instant présent, une qualité, eux, ils y sont. Donc ça m'apprenait à y être. Alors, moi, je m'y suis plutôt bien trouvée. Moi, j'étais dans l'enseignement privé catho et à la campagne, donc c'était déjà un peu privilégié, dans le sens où on pouvait sortir de l'école, on pouvait facilement faire des choses avec la nature. Mais ce que j'ai observé, c'est plutôt que toute la société se refermait sur elle-même, et donc l'école aussi. Et tout ça pour des raisons de sécurité. Donc au début, des raisons de sécurité plutôt de l'ordre de l'hygiène. Donc avant, on allait dans les fermes, et puis après, on n'avait plus le droit de rentrer dans le local où ils fabriquaient le fromage, puis après, on n'avait plus le droit de toucher, puis après... Voilà, donc petit à petit, on n'y est plus allé. Et puis après, il y a eu les normes de sécurité, et ça a été une grande rupture dans toutes les écoles de France. C'est l'accident de la Drac, qui est arrivé, je crois, dans les années 90, où il y a eu un grave accident d'un lâcher d'eau sur un site EDF, où il y a une classe, il y a eu 6 morts. Et à partir de là, les sorties scolaires ont été hyper cadrées, hyper resserrées en termes de sécurité, ce qui fait que ça devenait lourd de faire sortir les enfants. Donc l'école, elle a fait comme toute la société. La société, avec ces normes-là, s'est refermée en sécurité. Ben, l'école aussi, elle n'y a pas échappé. Donc moi, c'est plutôt ces aspects-là. Et après, en termes de ce qui est important de transmettre aux enfants, ça dépendait vraiment des gens avec qui je travaillais. Et moi, j'ai eu la chance d'être dans une petite école où on s'entendait très bien. Et sur les qualités éducatives de ce qu'on transmettait aux enfants, on travaillait beaucoup dessus. Donc ça, je l'avais trouvé en interne. Donc ce qui m'a donné l'envie de créer une école, c'est plutôt un hasard. C'est-à-dire qu'à un moment, on m'a dit, c'était donc sur un lieu où Pierre Rabhi était intervenu en tant que philosophe, et donc il avait donné comme directive au lieu, quelle planète laisserons-nous à nos enfants et quels enfants laisserons-nous à la planète? Moi, en tant qu'institut, je dis ah, génial, quelle bonne question. Et là, on m'a dit crée une école. Je dis non, je n'ai pas l'intention de créer une école. Si, ça serait bien, parce que sur ce lieu-là, on ne peut pas faire une école publique. Notamment dans les écoles classiques, moi, ce que j'avais retrouvé, c'est que la question de la coopération ne se posait pas tellement. On était plus facilement dans de la compétition. Mais comme dans toute la société française, là aussi, ce n'est pas une question d'école, c'est sociétal. Tout le monde est en compétition. Et en fait, la philosophie sur laquelle moi j'ai travaillé en parallèle, parce qu'en parallèle, j'avais fait une formation de psychologie, et c'était sur la dynamique relationnelle. Qu'est-ce qui se passe dans le lien avec l'autre? Et moi, ça a complètement changé ma vision des choses. Et j'ai pris conscience à ce moment-là que dans mon cerveau était inscrite une fausse croyance qui était que l'être humain, quand il est au monde, il se met en compétition avec les autres. Et que c'est la loi du plus fort qui gagne. Or, depuis déjà des décennies, il y en a qui réfléchissent en disant « mais est-ce qu'on en est sûr de cette hypothèse? C'est un pari, ça ?» Et si l'hypothèse était différente, c'est-à-dire que l'être humain serait au service du vivant, spontanément, et que du coup, toute l'éducation, ça va être de ne pas le dévier de cette direction-là. Et en neurosciences, il semblerait qu'on aille plutôt sur cette tendance-là. Et puis, il y a le dernier livre de Pablo Servigne qui parle très bien de ça, en disant « mais allez regarder ce qui a continué dans l'évolution, ce n'est pas ceux qui se sont mis en compétition, ils ont fait des branches qui sont mortes, elles n'ont pas continué. Ce qui a continué, c'est ceux qui ont coopéré. Donc en fait, la survie de l'humanité, ça va être dans la coopération que ça va marcher. Et donc là, ce travail de coopération, pour moi, c'était la réponse. Quels enfants on laisse à la planète? Mais ils savent aujourd'hui qu'ils sont sur une planète aux ressources limitées. Il va falloir plus coopérer, il n'y a pas le choix, en fait, de falloir plus coopérer et plus partager. Et en ce moment, on a créé vraiment des pôles qui, en 10 ans, se sont encore plus écartés. Moi, je n'ai pas du tout connu ça dans mon enfance.
Aujourd'hui, on a des multimilliardaires et des archi-pauvres, c'est juste pas possible. Je crois, je sais pas, les chiffres de l'Oxfam sont ahurissants. Je crois que c'est 2% des hommes tiennent 80% des richesses. Mais au secours, quoi. Et donc là, cette coopération-là, ça va être dans un juste partage. Il ne sera jamais complet, mais déjà un petit peu plus ajusté, quoi. Alors, c'est qu'on a décidé que la coopération, ça s'apprenait. Ça, c'est aussi mon expérience en l'ayant appris dans les groupes où j'ai travaillé. Mais aussi parce que j'ai vu qu'aux Amanats, on était entre adultes avec tous plein de bonne volonté, mais vraiment grave, quoi. Hein. Et on n'y arrivait pas. On disait, mais comment ça se fait? Et en fait, de réaliser que la coopération, c'est quelque chose qui s'apprend, comme une matière. On apprend les maths, on apprend le français, ben on apprend la coopération. Parce que la coopération, ça demande un mouvement intérieur qui est vraiment difficile, qui est, je dois être en même temps capable d'entendre mes besoins, ceux du groupe avec qui je suis en train d'agir, au profit, par exemple, des Amanins. Donc, il faut que je tienne compte de 3 besoins différents. Or, je ne vais pas pouvoir satisfaire les besoins de tout le monde en même temps, tout le temps. Donc, je vais pouvoir en satisfaire que quelques-uns. Donc, il va falloir que j'apprenne à me frustrer ou à différer mes besoins. Ce que je ne peux pas nourrir ici aux Amanins, je vais aller le nourrir ailleurs. Et quand un élève arrive à l'école, il va travailler, par exemple, avec les autres. Or, en pédagogie, ce qu'on a découvert, que l'endroit où on travaille le mieux, c'est quand on cherche à plusieurs et qu'on est obligé d'expliquer aux autres comment on fait dans sa tête. Parce qu'en le mettant en mots, on l'intègre. Donc, au lieu que ce soit la maîtresse qui explique comment elle fait dans sa tête, c'est très bien pour la maîtresse parce qu'elle intègre de mieux en mieux, mais normalement, ce n'est pas le but du jeu. Donc, on va plutôt le faire faire aux enfants. Mais du coup, il va se passer entre eux plein d'interactions sociales. Par exemple, si en récréation, tu as triché avec moi, je vais mal interagir avec toi. Je vais faire exprès de dire « je ne comprends rien à ce que tu dis aujourd'hui ». Ça n'aura aucun rapport avec les maths, ça a un rapport avec ce qui s'est passé en récréation. Donc on va apprendre aux enfants à ne pas se laisser infiltrer comme ça par des comportements qui ne sont pas au service de ce qu'ils sont en train de faire. Donc par exemple, mon besoin de te dire qu'en récréation, je n'étais pas content avec ce qui se passait, je le ferai tout à l'heure. Mais là, tout de suite, on est en maths, donc le besoin qu'on a tous les deux, c'est de réussir les maths. Donc on va remettre notre énergie sur cet objectif-là. Et ça, je peux le faire parce que je sais que dans cette école, il y a une fois par semaine, une réunion interactive où on va parler de tout ça. Et donc j'aurai l'endroit où je pourrai en parler. Voilà. On va leur apprendre l'esprit critique, donc en faisant des ateliers philo, où ils apprennent à nommer leurs pensées. Et là, l'atelier philo, c'est autant un exercice d'écoute qu'un exercice de prise de parole, où on vient mettre une idée au milieu, et puis on va la triturer, on va la questionner, on va la chercher. Elle n'appartient plus à personne, on l'offre au groupe, et on cherche ensemble. Et on ne trouve pas de réponse, on trouve des nouvelles questions en philo. Hein. C'est l'art du questionnement, vraiment. Et puis il y a un troisième temps d'éducation à la paix, où là on va parler de nos ressentis, de nos émotions. Quand tu m'as fait ça dans un cours de récréation, ben, voilà ce que ça m'a fait, ça a fait de l'humiliation. Comment je pourrais te le dire pour pas que ça crée de l'humiliation, comment je peux être attentif à pas éventuellement créer de l'humiliation, quel est le moment où ça ne m'appartient pas, ça appartient à celui qui ressent. Voilà. Et donc tout ça, on va le jouer en jeu de rôle, en analyse, on va développer du vocabulaire, par exemple la colère. Bon, ben, qu'est-ce que c'est une toute petite colère, une moyenne colère, une énorme colère? Parce que souvent les gens, ils ont peur de la colère parce qu'on pense qu'au pétage de plomb. Mais en fait, un petit agacement, c'est déjà de la colère. Or, la colère, elle nous sert à tenir debout, à passer à l'action quand on n'est pas d'accord, à nous indigner. Donc la colère en tant que telle, si on en parle dans ces termes-là, elle devient intéressante. La colère pétage de plomb, moi je suis d'accord que celle-là, il faut la laisser tomber. Mais quand je pète un plomb, j'ai aussi une bonne indication que je suis hyper indignée en fait. Je suis vraiment pas d'accord. C'est pas correct que je le reporte sur les autres, mais c'est correct que je me l'avoue à moi-même. Donc tout ce travail-là va être accompagné, voilà, c'est 2 heures par semaine qui sont autour de ce sujet. C'est-à-dire si je veux bien vivre avec les autres, il faut que je sois capable de bien me connaître moi-même et de ne pas toujours dire, par exemple, que c'est de la faute des autres, ou de ne pas toujours m'occuper d'abord des autres et après de m'oublier moi-même, et après je leur en veux. Parce que quand même, ils auraient pu voir que j'étais fatiguée. Non, non, c'est ma responsabilité. Donc il faut que je fasse attention à moi et aux autres, en même temps. Et on fait beaucoup de jeux coopératifs qui nous apprennent à faire ça, qui nous apprennent surtout à avoir
en tête que ce n'est pas évident à faire. Voilà. Et moi, j'ai beau l'avoir pratiqué pendant des années, il faut tout le temps que je me dise attention, il faut que tu penses en même temps à tes besoins personnels et aux besoins du groupe et au service du projet que vous menez ensemble. Parce que toi, par exemple, je fais exprès de pousser le truc très loin, je peux être au service de mes besoins personnels. J'ai une envie de liberté, de découverte, mais juste énorme. Donc je voudrais construire des fusées. D'accord? Et je me retrouve dans un groupe d'astronautes, ils sont ravis et on travaille ensemble à faire des fusées. Mais on a complètement oublié, est-ce que c'est bon pour l'environnement? Eh bien non. En fait, c'est embêtant parce que c'est excessivement polluant. On ne sait pas en plus ce qu'on va trouver et c'est peut-être pas là qu'on doit mettre l'énergie en ce moment. Donc peut-être que ça permet de développer des nouveaux outils qui vont nous servir sur Terre, mais si c'est juste pour dire c'est moi qui suis allé le plus loin, est-ce que c'est au service de la planète? Eh bien non, en ce moment, ce n'est pas au service de la planète. Voilà. Donc ça ne veut pas dire que tous ces projets-là doivent être mis à l'eau, mais ils doivent être pensés avec ces 3 dimensions tout le temps. On dit que chaque enfant est unique et que chacun, manifestement, a sa place sur cette planète, puisqu'il est là. Et donc, comment on va l'aider, lui, en tant qu'être humain unique, à développer les talents uniques qu'il a, qui sont les siens. Et donc, on va le former à voir les talents des autres, à connaître aussi les autres talents, parce que c'est important qu'il les ait en main, mais à bien lui dire, t'inquiète pas, tu ne seras pas tout seul, tu pourras aussi votre complémentarité avec les autres, au lieu que ce soit des gens à qui tu dois te mettre en compétition, c'est au contraire super bonne nouvelle. Il y en a plein qui ont plein d'autres idées et on va pouvoir s'entraider. Et donc on devient complémentaire au lieu de devenir concurrent. Et ça change tout. Et donc après, travailler sur leur singularité, c'est leur apprendre des choses qui sont utiles en transversalité pour tout le monde. Et puis par moment, on va voir un enfant par exemple qui sait très bien voir l'intelligence du groupe, il est capable en interrelationnel. Il a compris, par exemple, je donne souvent cet exemple-là, au ballon prisonnier, il a compris qu'il fallait aller chercher la balle pour bien éliminer l'équipe adverse. Que si on attend juste de se protéger en tant que prisonnier, ça ne marche pas, on perd. Voilà. Et donc ces enfants-là qui voient l'intérêt du collectif en même temps que le leur, même s'il y a une mise en danger, ceux-là, il faut leur demander de nous aider à certains endroits. Par contre, l'enfant qui, lui, se protégeait, il va avoir d'autres qualités qui vont servir plus dans d'autres situations interpersonnelles où il a pensé qu'il faut aussi se protéger. Voilà. Et chacun d'entre nous va apprendre de l'autre. Il n'y en a pas un qui a raison, l'autre qui a tort. Par exemple, toi, tu as plus de facilité là, vas-y. Et toi, tu as plus d'élan ici, vas-y. Et nous, notre boulot d'enseignant, ça va être d'emmener chacun au plus haut de là où il peut aller, lui individuellement, pas en comparaison des autres. Lui, en tant qu'être unique, il est très bon en maths, on va le rendre encore meilleur en maths. Il est très bon en expression orale, on va le rendre encore meilleur en expression orale. Il est très bon en sport, on va essayer de l'emmener le plus loin possible en sport. Il est très bon en artistique, en poésie, voilà, dans tous les domaines. On va essayer de l'emmener là où il est vraiment très bon. Ça ne veut pas dire qu'on va lui dire « du coup, le reste, tu laisses tomber ». Non, le reste, en a besoin aussi. Donc, il va aussi apprendre le reste. Mais on va essayer de ne pas freiner là où ça veut s'expanser, quoi. Alors moi, j'ai beaucoup travaillé avec les méthodes Freinet, de Crowley, Oury, ils sont beaucoup là-dedans. Hein. L'école du 3e type, enfin voilà, tous ces mouvements pédagogiques internes à l'école publique, ça existe. Par contre, on ne peut pas obliger un enseignant à faire ça, parce que dans le public, par principe, on choisit sa méthode. Le public, il est pris dans un piège tout seul, c'est-à-dire qu'il ne veut pas mettre en avant ceux qui réussissent. Ce qui fait qu'ils ont des tas de pépites. Moi, je connais plein d'enseignants du public extraordinaires qui font très très bien leur boulot et qui savent très très bien transmettre tout ça aux enfants. Sauf que c'est jamais montré en exemple, ce qui fait que ça s'auto-nourrit pas. Ils devraient voilà, et quelquefois même ils se découragent d'être trop isolés, de ne pas être accompagnés, de ne pas être aidés, soutenus par leur père. Ce qui fait qu'à un moment, ils laissent tomber. Alors que ce que j'ai pu voir dans les écoles alternatives ou dans l'enseignement privé, c'est pas toutes les écoles qui fonctionnent comme ça, mais il y a beaucoup plus de « Ah dans telle école, il y a une telle qui sait faire ça, on va vous l'apprendre ». Il y a beaucoup plus d'enrichissement entre pairs. Dans le public, c'est un peu tabou. Et sur le vivre ensemble, moi c'est Philippe Mérieux, avec qui j'ai pas mal travaillé aussi, qui un jour me disait « Mais vivre ensemble, on n'a pas le choix ». Par contre, le choix, c'est de bien ou mal vivre ensemble. Et donc les réunions nous qu'on faisait à l'école une fois par semaine, c'était pour bien vivre ensemble quand on ne s'est pas choisi. Et à l'école du Colibri, on ne choisit pas nos élèves, on les tire au sort.
Ouais. Et ça, on y a tenu en disant, ben, déjà, on est une école où c'est que des parents qui ont choisi de postuler dans cette école. Donc déjà, c'est pas tout le monde qui est concerné. Donc on ne va pas les choisir. On a une liste pour les élèves, parce qu'on fait école inclusive. On a une liste de 6 à 8 suivant les difficultés des enfants. Enfants qui seront pris avec un dossier de la MDPH, qui ont une notification d'AESH, et eux, on va les choisir avec les parents. Et les autres, c'est tiré au sort. Ouais. Ce qui fait que ça nous permet d'équilibrer filles-garçons. Enfin voilà, ça permet de faire d'autres choses intéressantes. Nous, on parle d'élan, tu vois, là où il a de l'élan, là où il a de la joie, sans négliger le reste. C'est pas parce qu'avant, on n'avait pas assez vu l'élan personnel que du coup, il faut être capté que sur l'élan personnel. Il faut évidemment développer ça et aussi lui apprendre et les autres. Tu vois, c'est toujours, en éducation, on est toujours dans des balanciers. En fait, on vient de génération, on s'est plutôt trop occupé de dominer et de dire à l'enfant, tu fais comme si, tu te fais comme ça. Donc ça, on n'en veut plus. Mais maintenant, on le laisse trop faire tout ce qu'il veut. Moi, j'en suis dans les groupes d'enfants à leur réapprendre qu'il y a les autres. En fait, c'est très bien. Aujourd'hui, moi, je me retrouve devant une génération d'enfants qui sait exprimer ses désirs, ses besoins, plus que ses désirs, qui sait dire exactement de quoi j'ai besoin là. Ok, mais t'es dans un collectif. Donc, il y a certains besoins, on ne va pas pouvoir les satisfaire maintenant. Ah oui, mais j'en ai besoin. Oui, mais là, il y a les autres. Et au niveau de notre société aujourd'hui, on est devenu beaucoup trop individualiste. Est-ce que c'est au service de la société? Est-ce que c'est au service du projet social qu'on est en train de desservir? Donc il faut faire les deux en même temps. Je dois prendre soin de moi et du collectif. Et ça, c'est vraiment difficile. Je ne sais pas faire tout le temps. Personne ne sait faire tout le temps. On est en train d'apprendre ça. Moi, j'appelle ça l'altruisme. Tu vois, parce qu'on a beaucoup appris l'empathie, mais quelque part, on peut mettre la même chose sous les deux mots. Hein. Mais moi, je ferais une distinction qui est... il y a des enfants, ils se mettent en écoute empathique de l'autre, puis c'est tout. Mais en fait, non. Ça veut dire, par exemple, je te donne une situation très simple, de cours de récréation. Moi, quand j'étais petite, on me disait c'est important de faire jouer tout le monde. Mais j'avais pas le droit de dire oui, mais avec une telle, vraiment, je m'entends pas bien, quoi. J'ai pas envie de jouer avec elle. Aujourd'hui, on est dans l'excès inverse. Il y a des enfants qui revendiquent au effort. Non, mais j'ai pas envie. Je l'aime pas. Tu peux pas m'obliger. J'en ai pas envie. Eh bien, si, en fait. Il y a une part, un moment où, dans un collectif, on ne peut pas exclure tout le temps quelqu'un. Donc, on va apprendre à se mettre à sa place et on va faire l'effort d'inclusion parce que cette personne-là n'y arrive pas. Ça, c'est de l'altruisme. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que je m'occupe de moi et du groupe en même temps. J'ai une responsabilité qui est dans les deux sens. Je ne peux pas juste dire non, moi je m'occupe de moi et les autres ils se débrouillent. Mais non, parce qu'en fait je fais partie du même système et donc il faut qu'on coopère. Donc coopérer, ça demande un truc auquel on n'est pas du tout prêt pour l'instant, une responsabilité individuelle forte, où je sois capable de dire si ça me va ou si ça ne me va pas, et de me frustrer momentanément en disant bon ben pour le projet, tout le monde veut du rouge, moi je voulais du jaune, je suis sûre que le jaune ça serait mieux. Mais comme tout le monde veut du rouge et que derrière, une fois qu'on a choisi la couleur, on va pouvoir commencer le jeu, il faut que je lâche la couleur, j'accepte que c'est rouge pour qu'on puisse commencer le jeu. J'ai donc à gérer ma frustration. Et j'en meurs pas en fait. Et quelquefois après, je vais finir par voir que ce soit jaune ou rouge, finalement, c'était pas si important. Ce qui s'est joué, c'était ça qui était important. Mais ça, voilà, il faut l'apprendre et pas se dire ah il est égoïste, oh, il n'est pas gentil, ou alors il est trop bonne poire, il a tout donné aux autres, il s'est oublié. Tous les burn-out, c'est des gens qui ont donné dehors, qui ont oublié de s'occuper d'eux. Hein. Moi, je vais revenir à une notion très simple, c'est la notion dans l'Ancien Testament du veau dehors. C'est-à-dire que tant que c'est gagner de l'argent qui nous mène, on est foutu. Or aujourd'hui, tout nous fait faire ça. Non, là où c'est mal, c'est quand on croit que c'est ça la valeur, quoi. Je donne un exemple très simple. Moi, j'adorais coudre. Je rêvais de faire des robes à ma fille quand elle était petite. Quand ma fille est née, dans les années 90, sont apparus tous ces magasins du pareil au même, des magasins de ce type-là, où on nous vendait des robes venant de je ne sais pas quel pays, faites par je ne sais pas quelle petite main. Et la question ne se posait pas. Elles étaient hyper belles, avec des tissus
très variées, des tas de broderies que je ne savais pas faire et elles étaient moins chères que le tissu dans le magasin de tissus. Mais moi, j'ai tout de suite arrêté de coudre parce qu'on m'a dit « mais t'es quand même pas bête Isabelle, avec l'argent tu peux t'acheter ça ». Le veau d'or, j'y suis allée, je dis bah, « du coup je vais aller m'acheter des nouvelles, des petites robes ». Puis quand ma fille est devenue plus grande, j'ai réalisé que je n'avais pas fait de robe. On m'a volé ma créativité, enfin je me suis fait avoir par l'argent. Et donc l'argent, elle me vole qui je suis, elle me vole mon pouvoir d'agir. Donc il faut que je sois attentif. Évidemment que je ne vais pas dire que c'est bien de ne pas avoir d'argent, parce que moi je fais une grande différence entre la misère et la pauvreté. Et donc la misère, ça, moi j'en veux pas, effectivement. Et je pense que l'humain, quand il est dans la misère, il n'est pas encore humain. Il est au stade animal, il est dans la survie du moment. Après, dans la pauvreté, il y a pauvreté et pauvreté. Mais quand en permanence on me dit ça serait mieux, t'irais mieux si tu avais plus, t'irais mieux, t'irais mieux, t'irais mieux, c'est difficile de ne pas y croire, parce qu'on me le répète en boucle. Mais moi, ce que j'ai appris avec Pierre Rabhi, c'est la sobriété heureuse. C'est qu'en fait, moi, ce qui me rend heureux, c'est d'aller pique-niquer au bord d'une rivière, et un pique-nique fait avec du pain, du fromage, du jambon, ça me suffit en fait. C'est pas d'avoir la dernière marque de chips, la super mayonnaise, le machin qui vont faire que je suis plus heureuse. Ce qui me rend heureuse, c'est la simplicité et la beauté du lieu. C'est le lien avec les gens avec qui je suis en train de partager. Même si on ne fait pas un casse-croûte absolument extraordinaire, mais là on est tellement bien, tellement apaisé, c'est joyeux, c'est beau, c'est simple. Mais moi je préfère ça à une sortie avec un buffet extraordinaire. La surabondance ne me rend pas heureuse. C'est ça le sens de la sobriété heureuse. C'est que la surabondance est une illusion. En fait, si déjà j'ai de quoi me nourrir et que ça va bien, alors moi je suis une gourmande, hein, donc s'il y a plein de trucs, je vais être ravie. Alors après, je suis obligée de faire des régimes. Enfin, c'est débile, on est dans un monde à l'envers, quoi. Il y en a qui crèvent de faim et moi je fais des régimes. Enfin, il y a quand même, il y a des moments, ça ne va pas très bien. Et donc l'illusion de l'argent, l'illusion que si je vais acheter ça, ça me ferait du bien. Non, ce qui me fait du bien, c'est qu'au moment où j'achète, ça fait de la dopamine et que ça, c'est joyeux. Mais 5 minutes après, c'est fini, hein. Donc il faut que je recommence. Insatisfaction permanente, alors que si je me cale sur mes besoins plutôt que sur mes désirs, mais mon besoin d'avoir 10 robes, c'est pas un besoin, hein. En vrai, c'est pas un besoin, c'est un désir, c'est pas pareil. Alors ceux que je recroise, parce que je ne les recroise pas tous, mais on en recroise quand même pas mal, parce que comme ils ont passé 5 ans, d'abord ils ont gardé souvent des liens entre eux. Bon évidemment c'est jamais 100%, hein, mais il y en a plusieurs qui ont gardé des liens entre eux. Et eux ils disent, mais ce qui compte c'est le lien en fait, c'est ça qui est bon à vivre. Voilà. Et il y a une journaliste qui était allée les interviewer pour leur demander ce qu'ils avaient retenu de l'école. Et moi, je disais, je ne sais pas si tu arriveras vraiment à sortir une information importante, parce que c'est d'abord, est-ce que c'est à l'école, est-ce que c'est entre eux, est-ce que c'est en dehors, c'est difficile. Et elle me dit, détrompe-toi, il y a un truc qui est revenu chez chacun d'entre eux. Ce qu'ils ont appris à l'école, c'est que quand il y avait un problème dans le lien, il fallait s'en occuper. Parce que si on ne s'en occupait pas, c'était le bazar. Et là, je me dis, waouh, ils ont quand même appris une base vraiment importante. Pour nous, ce qui était vraiment important, c'est de leur transmettre que si je tourne en boucle sur ma propre personne, en fait, je m'appauvris. Pour pouvoir me développer et développer mon talent, j'ai besoin de l'autre. L'autre, pourquoi? Parce que c'est un regard altruiste. En fait, en te disant là tout ce que je pense, toi-même, tu t'enrichis et tu vas me le répéter et le remettre. Et hop, ah mais oui, c'est ça que j'ai dit. Et du coup, comment je le tiens et comment je le fais? Et je comprends de mieux en mieux de quoi je parle. Tu m'aurais interviewé il y a 10 ans, je ne pouvais pas dire tout ça. C'est à force de le dire que j'ai encore mieux compris et que je sais encore mieux ce qu'il faut que je dise et que je vais encore plus à mon essentiel. Donc l'autre, mais indispensable. Toute seule, je ne peux pas faire ça. Ah nous, on a eu de la chance, parce qu'Éric Julien, il habite pas loin. Donc quand les Indiens Kogi viennent, ils sont passés à l'école, tu vois. Donc on était un peu des privilégiés. Et les Indiens Kogi, c'était intéressant parce qu'il y a eu une conférence ce soir avec les adultes. Les adultes, ils ont posé des questions du style « Et ça vous fait quoi d'avoir pris l'avion? Et vous avez apporté quoi dans votre petit sac ?» Les enfants, ils ont été vachement plus directs, hein. C'était bien plus intéressant avec les enfants. Ils ont dit il paraît que vous gérez les conflits dans votre communauté, mais quand il y a la guerre, vous faites comment? Vous vous défendez quand même? » Et ils ont dit « Non, nous on discute, on ne se défend pas, on refuse la violence. » Oui, mais quand même, non, on discute. On refuse la violence. Et comment vous faites?
eh ben, on enferme les personnes qui se sont disputées dans une pièce avec un médiateur et ils n'en sortent pas tant qu'ils n'ont pas trouvé. Quelquefois, ça dure plusieurs jours. Hein. Et les enfants, ok, d'accord. Et après, ils leur ont dit aussi, et n'oubliez pas que vous avez besoin de vos parents pour bien grandir. Donc écoutez-les, ils sont de bons conseils. C'est plus quelque chose qu'on dit aux enfants, ça. On leur dit pas, ayez confiance dans les adultes. C'est là où Eric, il te parle de cette rupture. Mais moi, quand j'étais petite, j'allais voir ma grand-mère. Un grand-père ou une grand-mère, une fois, c'est un psychologue qui disait ça. Elle disait, les personnes âgées, bah déjà, elles ont juste un intérêt, c'est qu'elles ont traversé la vie sans y laisser leur peau. Elles ne sont pas encore mortes, donc il faut leur demander comment elles ont fait. Tu dis, bah oui, ça, basiquement déjà, tiens, comment t'as fait? Voilà, comment t'as fait? Toi, t'as tenu, là, t'en as 60, comment t'as fait pour tenir? Voilà, donc la personne âgée, déjà, elle a cette expérience-là de dire, ben moi j'ai tenu, alors c'est pas facile, il y a des moments de découragement, on se pose plein de questions. Et effectivement, l'illusion de la société de consommation, c'est de dire, on ne se pose pas de questions. Et la réponse, elle sera toujours dans le bien matériel. Ben, sauf que ça, c'est une course sans fin et qu'on ne la trouve jamais, la réponse. Mais la réponse, elle n'est pas dans le lien matériel, elle est dans le lien fraternel, elle est dans le spirituel, elle est dans le vivant, elle n'est pas là. Et le sens de la vie, il n'est pas dans combien j'ai de robes et combien j'ai de voitures. Sinon, c'est un puits sans fond, il faut tout le temps en rajouter parce que ça ne suffit jamais, ça ne rend jamais heureux. Oui, pour moi, c'est le sens de la vie. C'est une spiritualité très laïque. Hein. Les enfants, ils te ramènent toujours à ces questions-là. Où j'étais avant? Et quand on meurt, on va où? On disparaît complètement ou pas complètement? Et ils observent les cycles du vivant, par exemple. Et ils disent, mais finalement, la vie, elle nous montre qu'un déchet, ça se putréfie, ça devient vraiment, ça sent mauvais, puis après, ça donne du terreau. Donc en fait, tout ce que nous on dit qui est pourri, mais c'est une vision de l'esprit, en fait, c'est pas forcément pourri. Ben, c'est ça le spirituel, c'est d'aller observer ce qui se passe et en tirer du sens qui peut nous aider dans notre vie à nous et donner du sens à la vie. Et après, il y en a qui ont besoin de Dieu, il y en a qui n'en ont pas besoin, mais en vrai, les questions sont les mêmes. Et on n'a pas plus de réponses qu'on croit en Dieu ou qu'on ne croit pas en Dieu. En vrai, on n'a pas la réponse. Et c'est cette quête-là qui rend la vie passionnante. Et après, il y a ce qu'on a éprouvé. Et ça, c'est ce qu'on va appeler la foi. C'est-à-dire que moi, j'ai éprouvé des choses dans ma vie où j'ai pu vivre dans mes tripes que dans des moments difficiles de ma vie, des gens qui m'aimaient et qui pensaient à moi, ça me portait. Ça, je l'ai senti. Donc ça, je doute plus de ça, par exemple. Voilà. Donc c'est ça le spirituel, c'est vraiment ces choses qui ne sont pas visibles, qui sont dans le lien et qui font tellement de bien et qui rendent tellement heureux et qu'on peut trouver, moi je trouve cet apaisement-là dans la nature. Donc je sais que la vie, elle m'apporte ça. Et la vie, elle fait son cycle, quel qu'il soit, quel que soit l'endroit où elle est. Une petite fleur, elle ne se dit pas, est-ce qu'on va me regarder pour que je me fasse belle ce matin ou pas? Non, elle fait son cycle. Et quand elle est fanée, elle ne se dit pas, je suis devenue moche. C'est juste la fin du cycle. Ben, moi qui suis en train de vieillir, je me dis, waouh, quelle leçon, quoi. Elle est en train de dire que là, c'est en train de se flétrir et c'est OK. OK, c'est OK. Est-ce que moi, c'est OK? Ben oui, il faut que ce soit OK. Voilà. Et ça, par exemple, toi, c'est ma grand-mère qui m'a appris. Ma grand-mère a 8 ans, je devais avoir 8 ans, et elle me demande de lui choisir ses collants pour un mariage, parce qu'elle me disait, avec mes yeux, je ne vois plus très bien s'ils sont filés ou pas. Et là, j'ai dû rester interloquée par ses pieds qui étaient un peu tout recroquevillés, comme ça, pas très jolis. Et là, elle me dit comment elle a fait dans sa vie de femme. Elle était croyante, elle était catholique, pratiquante. Elle me dit, tu sais, le bon Dieu, il a bien fait les choses. Tout part en cacahuète. C'est une préparation au départ. Ben ça, toi, je l'engrange à 8 ans, mais ça a été hyper porteur dans toute ma vie, quoi. Voilà. Pour moi, c'est ça le spirituel. C'est tous ces échanges-là qui nous aident à vivre et à bien vivre. Parce que la vie, c'est pas facile. Et il y a des grands moments de doute, il y a des moments de désespoir. Et là, où je mets le sens. Là, si j'ai la confiance que, même si là, je traverse un truc très dur, mais voilà, je vais le traverser, d'abord je vais y arriver et puis je vais peut-être trouver, non pas une fatalité, j'ai vécu ça pour comprendre ça, parce que ça moi j'y crois pas, mais plutôt j'ai vécu ça et j'ai l'espérance de le transformer en quelque chose de vivant, quoi. Je vais faire mon propre humus
Voilà, je vais essayer de trouver. Voilà. Et puis il y en a d'autres qui ont trouvé avant moi, donc je vais leur demander, toi, t'as fait comment, quoi. Alors je t'avoue qu'à l'heure actuelle, avec ce qui se passe actuellement, c'est pas facile à trouver. Mais quand j'y arrive plus, je me répète en mantra la phrase suivante. Dans la forêt, tu entends l'arbre qui tombe et tu n'entends pas les milles qui poussent, Isabelle. Et je remets, ah oui, il faut que je me remette à regarder ce qui va bien. Et c'est vraiment un choix de vie. Hein. Et du coup, de regarder ce qui va bien. Et là, mais il y a tellement de choses qui vont bien, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que les médias vont toujours amener notre cerveau à être dans la surprise parce que notre cerveau adore être surpris. Et on est plus surpris par quelque chose qui va mal que par quelque chose qui va bien. Et donc, il nous emmène toujours de ce côté. Une mauvaise nouvelle, on va la raconter 7 ou 8 fois. Une bonne nouvelle, 1 ou 2 fois. Ben, en fait, c'est juste une question de décision. Moi, j'ai décidé, maintenant, ça fait bien... Ça, c'était juste avant la création de l'école, où j'étais allée à une conférence où il y avait Reporters d'Espoir. Et je me suis dit, mais ouais, ils ont raison. C'est moi qui peux décider qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que je ne regarde pas. Ça ne veut pas dire que je ne m'intéresse plus à ce qui se passe mal, je le vois, mais je ne suis pas obligée de patauger dedans, de me baigner dedans, de l'écouter en boucle du matin au soir, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi tout ce qui se passe bien. Et du coup, je peux choisir ce que je lis, choisir ce que j'écoute, et équilibrer entre les deux. Mais du coup, toi, le premier exercice, c'est le soir en me couchant, de me demander, allez, 3 belles choses que j'ai vues aujourd'hui et que j'ai vécues aujourd'hui. Et puis après, bah, si je vis des moments difficiles, et qu'est-ce qui a été difficile aujourd'hui? Oui, il y a ça aussi. Je ne suis pas une bisounours à dire que le reste, je l'évacue. Non, c'est là. Mais plus j'en parle, plus je patauge dedans, pire c'est, quoi. Donc je vais renourrir la partie de moi qui voit aussi des belles choses. Parce qu'en vrai, quand on regarde, et c'est ça que je trouve avec les enfants, un enfant, c'est extraordinaire. Il y a toujours un moment où ça dit quelque chose de tellement joli. Il y a toujours un moment où ça vient s'arrêter. Voilà, les enfants, ils vont s'arrêter sur la grenouille qui coasse et être complètement captés. Et moi, j'ai à retrouver cette âme d'enfant, de me laisser capter parce que ça fait du bien à mon corps, ça abaisse mon niveau d'adrénaline dans le cerveau, qui est toujours en train de voir tout ce qui ne va pas bien. Ok, donc c'est une discipline, quoi. Alors, il se trouve que je vis dans la Drôme, où il y a beaucoup de gens intéressés par ça. Il se trouve que je suis entourée de beaucoup de gens intéressés par ça. Donc moi, j'ai l'impression que c'est énorme. Quelquefois, je vais dans d'autres endroits et je me dis « Ah non, en fait, on n'est pas si nombreux que ça ». Voilà, j'attends le moment, tu sais, de ce qu'on appelle la masse critique. C'est-à-dire que je sais qu'au-dessus de 30% de gens qui vraiment, pof, ça bascule. On en est à la lisière, tu vois. Mais ça fait plusieurs années qu'on est à la lisière. Voilà, il faut que ça bascule, mais... le besoin de nature, il va être là bientôt, quoi. Tu sais, quand on va voir qu'est-ce qu'on favorise, est-ce qu'on favorise, par exemple, si on prend ne serait-ce que l'énergie, est-ce qu'on favorise de planter des champs pour trouver de la matière qui va nous permettre de mieux nous déplacer, mais du coup on ne peut plus manger, ou est-ce qu'on décide de manger et on se déplace moins? On n'aura pas le choix. Enfin, la nature va nous ramener à une forme de sagesse de base. Et voilà, moi ce que je dis beaucoup aujourd'hui, soyez dégourdis parce qu'il faudra vraiment savoir faire avec ce qui est autour de nous. Donc, et puis retrouvons tout ce que la nature nous offre, qu'on a oublié, qu'on ne voit plus. Mais la nature, elle nous amène les 3/4 de ce dont on a besoin, il ne faut pas se paniquer. On nous a tellement appris qu'il fallait tout trouver dans un magasin. Mais non, non, en fait, il y a plein de choses, on peut les fabriquer nous-mêmes et il y a plein de choses, on peut les trouver. Et il y a plein de choses dont on n'a absolument pas besoin. Voilà. Merci.